l'enregistrement, c'est fait, tu peux démarrer. C'est bon, écoute, merci, merci Philippe, bonsoir à toutes et tous. Voilà, c'est un plaisir d'intervenir dans le cadre de cet enseignement qui est destiné à des chirurgiens orthopédistes, mais pas que. Voilà, c'est, comme l'a dit Philippe, effectivement, les traitements de rhumatisme inflammatoire chronique ont été bouleversés ces 20 dernières années, bouleversés avec des médicaments beaucoup plus efficaces, qui ont un impact positif pour les patients qui vont mieux. Notre objectif aujourd'hui avec les traitements des rhumatismes inflammatoires, c'est de mettre le patient en rémission. Et quand on met le patient en rémission, la plupart du temps, il ne progresse plus en termes de destruction articulaire, notamment pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, où il progresse peu. C'est ce qui explique vraisemblablement qu'il y a moins d'indications chirurgicales aujourd'hui concernant ces patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qu'il pouvait y en avoir il y a 20 ans. Il y a d'intérêt, puisqu'on va parler de biomédicaments et de médicaments de la polyarthrite rhumatoïde, mais vous verrez, ils n'ont rien à voir avec l'intervention de ce soir. Pour vous qui n'êtes pas familier au traitement de la polyarthrite rhumatoïde, juste pour contextualiser un petit peu les choses, vous voyez que les recommandations actuellement de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'une part, ça apparaît pas ici, mais on parle d'objectifs à atteindre dans les 6 mois, c'est de mettre les patients en bas niveau d'activité ou en rémission, c'est-à-dire ne plus avoir d'articulation douloureuse, ne plus avoir d'articulation gonflée, ne plus avoir d'inflammation biologique et avoir un retentissement très faible sur la vie quotidienne. Donc, c'est ça la rémission. Le traitement de base, c'est un vieux traitement dont vous avez déjà entendu parler, qui est le méthotrexate, qui est le traitement d'ancrage de la polyarthrite rhumatoïde et qui reste le traitement d'ancrage de la polyarthrite rhumatoïde. Et puis, si le patient n'est pas, grâce au méthotrexate, en bas niveau d'activité ou en rémission après 3 à 6 mois, eh bien, on passe à des traitements de deuxième ligne ou de deuxième ligne chez des patients qui ont dans la plupart des cas des facteurs de mauvais pronostic. Et aujourd'hui, ce traitement de deuxième ligne, c'est l'association le plus souvent au méthotrexate d'un traitement biologique, vous voyez, qui apparaît sur la colonne gauche de cette figure BD-MARTS, voilà, traitement de fond biologique. Et vous voyez que pendant longtemps, on n'a eu qu'une classe de biologie, pendant 10 ans, au début des années 2000, c'était les anti-TNF. Et puis, on a une offre thérapeutique qui s'est diversifiée avec des médicaments anti-IL6 récepteurs, des médicaments qui bloquent la co-stimulation des lymphocytes T, l'abatacept, et des médicaments qui agissent sur les lymphocytes B en les détruisant, les rituximab. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi une nouvelle classe de traitement qui apparaît sur cette figure, les TSD-MART. TSD-MART, c'est pour Targeted Synthetic DMARD, c'est-à-dire les traitements de fond synthétiques ciblés. Et actuellement, il y a essentiellement une famille dans cette classe thérapeutique. Ce sont les inhibiteurs de JAK, on va en reparler. Philippe Chiron avait déjà évoqué le fait que ces médicaments, bien sûr, s'ils sont efficaces, présentent des risques, et notamment un risque infectieux. Et c'est toute la question chez un patient qui va bénéficier d'un geste chirurgical orthopédique. C'est quel est le risque infectieux de ces patients, quel est le surrisque infectieux de ces patients et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le prévenir. Si un de ces traitements ne fonctionne pas, un des traitements biologiques ne fonctionne pas, globalement, on en essaye un autre et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a pas de facteur prédictif ou associé à la réponse à ces traitements. Donc, on essaye ces traitements en fonction de leur efficacité. Ils ont une efficacité qui est assez comparable et de leur risque, puisqu'il peut y avoir certaines différences en termes de risque pour ces traitements qui peuvent orienter vers un biologique plutôt que vers un autre. Pour l'instant, les traitements de fond synthétiques ciblés, les TSD-MARD, les inhibiteurs de JAK, ce sont des traitements qui sont utilisés le plus souvent chez des patients qui sont déjà en échec d'un traitement biologique. Alors, ces traitements, pour que vous ayez les noms, bien sûr, je vous ai repris dans ce tableau, c'est tous les traitements qui ont l'AMM dans la polyarthrite rhumatoïde en 2022. Vous voyez sur la colonne de gauche avec les noms en dénomination commune internationale et puis en nom commercial.
des noms que vous connaissez déjà, voilà, que vous avez vus chez certains patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de spondyloarthrite, l'Humira, l'Ambrelle, ce sont les anti-TNF avec le Cimzia, le Simponi et le Rémicade. Alors, il n'y a pas tous les noms, voilà, des anti-TNF parce que vous le savez aujourd'hui, il y a des biosimilaires d'anti-TNF. Les biosimilaires, ce sont des agents biologiques qui sont le même agent biologique que, le Princeps, que l'adalimumab, ou l'étanercept ou l'infliximab, Princeps, et qui ont une efficacité, un profil de tolérance qui est totalement superposable. Donc c'est le même médicament avec un nom différent et qui coûte, voilà, 20 à 30 moins cher. Donc ça, c'est les biosimilaires. Vous avez ensuite dans ce tableau, l'abatacept Orencia. C'est un médicament, qui, cible la costimulation des lymphocytes T, qui est un médicament qui a un profil de tolérance, notamment sur le plan infectieux, qui est assez bon. Autre médicament, le Maptera rituximab, c'est un médicament, qui cible, les lymphocytes B et qui, détruit les lymphocytes B circulants qui expriment un marqueur membranaire qui s'appelle le CD20. Donc, une biothérapie qui, sur, son mode d'action peut sembler assez violente, mais qui a un profil de tolérance, qui est, assez bon. Ensuite, autre médicament qui cible une, protéine de l'inflammation, l'interleukine 6 et en particulier le récepteur de l'interleukine 6, c'est le tocilizumab et le sarilumab, Roactem, Kevzara, ceux-là, ils ne sont pas biosimilarisés. Et puis enfin, les médicaments de la dernière, voilà, de la dernière génération de la polyarthrite rhumatoïde, voilà, les TSD-MARS, les inhibiteurs de JAK, on va en reparler avec le baricitinib, tofacitinib, upadacitinib et filgotinib. Vous avez les noms commerciaux, Olumiant, Xeljanz, Rinvoq, Jyseleca. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident de s'y retrouver parce qu'il y a finalement beaucoup de classes thérapeutiques et au sein de chaque classe thérapeutique, souvent plusieurs représentants. Donc, bon, vous les avez tous en tout cas voilà, sur ce tableau. Pour les spondyloarthrites, deuxième grand groupe de rhumatisme inflammatoire, des patients que vous voyez assez souvent pour chirurgie prothétique de hanches surtout et de genoux, puisque ces spondyloarthrites sont caractérisés par une atteinte axiale, la colonne vertébrale, atteinte des sacroiliaques, souvent initiale, mais une atteinte possible des grosses articulations et notamment des hanches avec des coccytes. Ce qu'on appelait avant les spondyloarthrites axiales, la spondylarthrite ankylosante, je vous rassure, ça existe toujours, mais on a transformé ou changé les noms avec des spondyloarthrites axiales, donc la spondylarthrite ankylosante, et puis des spondyloarthrites périphériques avec du psoriasis. C'est le rhumatisme psoriasique, donc ça existe toujours et ça s'appelle toujours comme ça. Vous voyez que sur la partie gauche de ce tableau, de cette figure que voilà, dans les formes axiales, c'est-à-dire la spondylarthrite ankylosante, le traitement de base, ça reste les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais aujourd'hui, les patients qui ne répondent pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être traités par anti-TNF, les mêmes que ceux de la polyarthrite rhumatoïde qu'on a vu juste avant, et aussi par une autre classe de biomédicaments, voilà, les anti-IL-17. On en redira un mot en termes de risque tout à l'heure. Et puis pour les patients qui ont des formes périphériques, voilà, de spondyloarthrite, quand ils ont du psoriasis et du rhumatisme psoriasique, ben, le schéma ou la stratégie thérapeutique est la même que pour la polyarthrite rhumatoïde. On commence par du méthotrexate, voilà ce qui apparaît à CSD-MART dans ce tableau. Et puis, si le méthotrexate ne marche pas, on rajoute soit un anti-TNF, les mêmes que ceux de la polyarthrite rhumatoïde, soit un anti-IL-17 qui marche à la fois dans les formes axiales et les formes périphériques, soit nouveaux médicaments, les anti-IL-23, qui sont des médicaments utilisés dans le psoriasis et dans le rhumatisme psoriasique. Alors, juste pour que vous ayez les noms, là encore, de ces médicaments, j'y suis pour rien, hein, s'il y a beaucoup de classes thérapeutiques et beaucoup de médicaments dans chaque classe. Vous retrouvez les 5 anti-TNF, voilà, infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab et golimumab. Vous voyez apparaître un médicament anti-IL-12, anti-IL-23, l'ustekinumab, voilà, risque infectieux très, très faible. Les anti-IL-17 qui ont eux aussi un risque infectieux qui est assez faible avec le secukinumab et l'ixekizumab. Voilà. Et puis, le petit nouveau, l'anti-L23, le guselkumab. Et puis, vous voyez que les 2 inhibiteurs de JAK qui sont indiqués dans la polyarthrite rhumatoïde sont aussi indiqués dans le rhumatisme psoriasique. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces médicaments en termes de risque infectieux? Je vais commencer classiquement par la cortisone. Voilà. Malgré tous ces traitements, vous voyez, encore
40 à 50 des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui ont une faible dose de cortisone. Les règles aujourd'hui pour nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde en termes d'utilisation de la cortisone, c'est utiliser la cortisone à la plus faible dose possible sur une période qui est la plus courte possible. Dans les dernières recommandations européennes et françaises de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, on dit qu'il faut avoir arrêté la cortisone à 6 mois. On n'y arrive pas toujours. Voilà. Et qu'en est-il du risque infectieux de la cortisone chez des patients qui bénéficient d'une arthroplastie, ici arthroplastie de hanche ou de genou? Eh bien, vous voyez, vous avez sur ces quatre figures, ces quatre graphes, vous voyez que vous avez le risque d'infection post-opératoire dans une série de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui étaient ou non traités par glucocorticoïdes. Vous avez le risque d'infection pour hospitalisation dans les suites d'une arthroplastie de hanche ou de genou chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. C'est dans le carré en haut à gauche, la figure en haut à gauche. Vous voyez que la référence, c'est les patients qui n'ont pas de cortisone. Vous voyez, ils ont 6,8% à ces patients de présenter un épisode infectieux et d'être hospitalisés pour une infection dans les suites post-opératoires. Ça, c'est le risque de base. Vous voyez que s'ils ont une petite dose de cortisone, 5 mg par jour, voilà, ils passent à 8% pratiquement. S'ils ont une dose de corticoïdes de 5 à 10 mg par jour, à 9%. Et puis, s'ils ont plus de 10 mg par jour, 13%. Donc, une augmentation voilà, très significative du risque d'hospitalisation pour infection après une arthroplastie chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, qui est proportionnelle à la dose de cortisone, avec un surrisque qui est très net pour les doses supérieures à 5 mg et encore plus net pour les doses supérieures à 10 mg. En principe, nos patients aujourd'hui, ils n'ont plus de dose de cortisone supérieure à 10 mg au long cours. Ils ne doivent pas en avoir. Voilà. Mais vous voyez que c'est un gros facteur de risque d'infection et d'hospitalisation pour infection dans les suites d'une arthroplastie. Sur le graphe du panel en haut à droite, vous voyez que le risque d'infection prothétique est là aussi est proportionnel à la dose de cortisone et beaucoup plus net pour les patients qui ont une dose de cortisone, prednisone supérieure à 10 mg par jour. Voilà. Et vous avez sur les panels en bas à gauche et en bas à droite le risque d'hospitalisation pour infection en dehors des infections urinaires qui restent les infections les plus fréquentes. Là aussi, un effet dose de la cortisone très net au-dessus de 5 et de 10 mg par jour. Et puis, le risque de réhospitalisation des patients post-arthroplastie dans les 30 jours qui suivent. Vous voyez que là aussi, en raison notamment des complications infectieuses, il est beaucoup plus élevé chez les patients qui ont des doses de cortisone qui sont supérieures à 5 et encore plus à 10 mg par jour. Donc, le message reste là d'actualité, message que vous avez tous en tête, c'est que la cortisone reste le principal facteur de risque de complications infectieuses ou d'infections prothétiques chez les patients qui ont une arthroplastie de hanche ou de genou dans la polyarthrite rhumatoïde et que ce risque est d'autant plus élevé que la dose de cortisone est élevée. Euh, pour ce qui est du méthotrexate, donc traitement de fond synthétique, traitement pierre angulaire, traitement de la polyarthrite rhumatoïde, on a une étude qui a été publiée chez des patients qui avaient un geste de chirurgie prothétique, des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et qui étaient ou non sous méthotrexate. Le groupe C n'avait pas de méthotrexate et les groupes A et groupe B avaient du méthotrexate et la question était de savoir si le fait de continuer ou d'arrêter le méthotrexate 2 semaines avant et 2 semaines après le geste de chirurgie orthopédique. Vous voyez que ces gestes concernaient voilà, soit les épaules, les hanches, les chevilles voilà, ou les membres supérieurs, épaules, coudes, poignets, voilà, ou voilà, les mains ou les pieds. Donc, c'était assez bien distribué. Et donc, la question était de savoir est-ce que le méthotrexate expose à un surrisque d'infection et est-ce que le fait de l'arrêter a un impact. Vous avez l'incidence des infections ou des complications qui sont décrites dans le tableau du bas, tableau 5. Le groupe A, je vous rappelle, c'est le groupe des patients traités par méthotrexate chez qui on continué le méthotrexate et vous voyez que l'incidence des infections ou des complications était de 2% chez les patients. Chez les patients chez qui on a arrêté le méthotrexate, on avait une incidence de complications ou d'infections qui était de 15% et chez les patients qui n'avaient pas de méthotrexate, on avait une incidence d'infection ou des complications qui était de 11%. Vous voyez que ces infections ou complications dans cet article étaient soit d'avoir une rougeur de la cicatrice, soit d'avoir
un écoulement de la cicatrice, soit d'avoir des signes d'infection générale, soit une déhiscence de la cicatrice, soit une autre complication. Donc, le message qui ressort de cet article de façon très nette, c'est que le méthotrexate n'est pas associé à un surrisque de complications post-chirurgie orthopédique chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à arrêter le méthotrexate chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. On peut donner le même message pour la sulfasalazine, la salazopyrine ou pour le léflunomide, la RAVA. Les traitements de fond synthétiques classiques de la polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas la peine de les arrêter et ils n'exposent pas à un surrisque de complications post-chirurgie orthopédique. Qu'est-ce qui est exposé dans cette étude-là à un risque de complications voilà, post-chirurgie orthopédique chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, sans surprise, le fait d'avoir des comorbidités, vous voyez que le premier bloc, c'est diabète, hypertension, voilà, bronchectasie ou diverticulose colique, asthme ou pathologie cardiaque. Bien sûr, voilà, plus les patients ont des comorbidités, plus ils sont à risque de complications, que ce soit post-chirurgie orthopédique ou post chirurgie d'autres types. Et puis, dans les traitements, ressortait comme risque de complications la cyclosporine. La cyclosporine, vous la verrez pratiquement chez aucun de nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, ou oui, aucun de nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de spondyloarthrite actuellement. Certains patients qui sont suivis en médecine interne pour d'autres maladies, certaines connectivites, certaines vascularites peuvent encore avoir de la cyclosporine, mais ce n'est plus le cas en rhumatologie. Sans surprise, ressortait la cortisone. Vous le voyez, avec un surrisque majeur de complications. C'était une étude différente de l'étude tout à l'heure qui était consacrée à la cortisone. Et puis aussi, le site de la chirurgie intervenait. Vous voyez qu'il y avait un sous-risque, un plus faible risque chez les patients qui avaient une chirurgie des membres supérieurs comparativement aux patients qui avaient une chirurgie des membres inférieurs. Voilà. Donc, voilà, le moindre risque chez les patients qui ont une chirurgie des membres supérieurs. Voilà, et sur risque chez les patients qui ont de la cyclosporine, de la cortisone ou des comorbidités dans cette étude. D'où la recommandation. Voilà, je vous ai mis ici une recommandation voilà, qui est issue des fiches pratiques que vous retrouverez sur le site du Club Rhumatisme et Inflammation, le CRI. Vous avez le lien qui est en bas de cette diapositive. Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès voilà, aux fiches du CRI. Il y a des fiches du CRI pour tout, notamment pour le méthotrexate. Voilà, et sur cette fiche du CRI, vous voyez que voilà, les recommandations, voilà, c'est qu'il ne faut pas arrêter le méthotrexate, il ne faut pas arrêter non plus les autres traitements de fond synthétiques. Et donc, tout le monde est à peu près d'accord ce jour voilà, sur cette recommandation de ne pas arrêter le méthotrexate. Alors, qu'en est-il des anti-TNF? Première grande classe de traitement biologique qu'on a utilisé depuis le début, ou qu'on utilise depuis le début des années 2000 dans la polyarthrite rhumatoïde, puis dans les spondyloarthrites axiales et puis dans le rhumatisme psoriasique. Il y avait une méta-analyse qui a été publiée, qui était issue voilà, du travail d'une de nos internes et de nos chefs de clinique, Charlotte Mabi, qui a été publiée en 2017. Voilà, la question était de reprendre toutes les études où on avait évalué le risque d'infection post-opératoire chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par anti-TNF comparativement à des patients qui n'étaient pas traités par anti-TNF. Et vous voyez que globalement, chez les patients traités par anti-TNF comparativement aux patients pas traités par anti-TNF, il y avait un surrisque de l'ordre de 80% d'infection post-opératoire. Mais il ne faut pas penser que cet effet il est uniquement lié à l'anti-TNF, parce que les patients qui sont sous anti-TNF sont souvent des patients ou qui étaient sous anti-TNF dans ces études, vous voyez, qui datent du début des années 2000 ou début des années 2010, c'était souvent des patients qui avaient des polyarthrites rhumatoïdes les plus sévères, qui étaient des patients qui avaient de la cortisone, qui avaient des comorbidités. Mais donc, dans cette population de patients anti-TNF versus pas d'anti-TNF, on avait un surrisque d'infection post-opératoire. Est-ce que le fait d'arrêter l'anti-TNF, certaines de ces études avaient comporté voilà, une évaluation de l'impact de l'arrêt de l'anti-TNF en préopératoire par rapport au risque d'infection post-opératoire. Vous voyez que ça n'apparaissait pas nettement. Il y avait une tendance en faveur de moindre risque d'infection chez les patients chez qui on arrêtait l'anti-TNF par rapport à la poursuite de l'anti-TNF. Donc, sur risque avec les anti-TNF en général, et voilà, et pas d'impact évident sur cette méta-analyse de l'arrêt de l'anti-TNF en pré-chirurgical, en préopératoire. Voilà, et des recommandations qui sont
celle-ci par rapport aux anti-TNF et la chirurgie orthopédique. Voilà, ce sont notamment des recommandations qui sont, issues, voilà, de l'association américaine des chirurgies de la hanche et du genou et qui sont des, recommandations partagées, avec le collège américain des rhumatologues et qui sont des recommandations voilà, qu'on partage, voilà, en Europe et en France. Les règles sont assez simples. Voilà, avant on proposait d'arrêter l'anti-TNF, pendant, voilà, parfois 6 semaines, 8 semaines, avant la chirurgie. En fait, on s'est rendu compte que cette attitude était, plutôt délétère parce que quand on arrête longtemps un anti-TNF avant la chirurgie, on n'a pas de gros impact sur le risque infectieux post-opératoire, mais par contre, on risque de réactiver la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante d'ailleurs et d'avoir besoin d'utiliser, de la cortisone pour arriver à contrôler le surcroît d'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est très contre-productif, on l'a vu, puisque la cortisone est le principal facteur de risque de complications, infectieuses post-chirurgie orthopédique. Donc aujourd'hui, les recommandations, elles sont assez simples. C'est, pour chaque anti-TNF, on se donne, 1 semaine de plus, que, l'intervalle habituel des injections, pour, programmer le geste chirurgical. C'est-à-dire qu'un patient qui est traité par adalimumab, c'est un anti-TNF qui est injecté par voie sous-cutanée toutes les 2 semaines. Ben, on programme le geste chirurgical 3 semaines après la dernière injection. Donc, on saute une injection et se donne 1 semaine de plus. Pour le certolizumab, voilà, qui est un médicament, le 200 milligrammes, qui se fait lui aussi en injection toutes les 2 semaines, et ben, on se donne 1 semaine de plus, c'est-à-dire 3 semaines, pour, programmer le geste chirurgical. L'étanercept, qui est l'anti-TNF qui a la demi-vie la plus courte, voilà, et qui est le médicament qui est administré de façon hebdomadaire, et ben, on se donne 1 semaine, après la date, théorique de l'injection, c'est-à-dire on se donne 1 semaine de plus, c'est-à-dire 2 semaines après la dernière injection. Le golimumab, qui est un anti-TNF qui est injecté toutes les 4 semaines, et ben, on se donne 5 semaines après la dernière injection pour programmer le geste chirurgical. Pour l'infliximab IV, qui le plus souvent est administré toutes les 8 semaines, ben, on se donne 9 semaines après la dernière perfusion, d'infliximab. Voilà, et pour l'infliximab sous-cutané, qui est actuellement peu utilisé, qui est, injecté toutes les 2 semaines par voie sous-cutanée, ben, on prévoit la chirurgie, programmée orthopédique 3 semaines après la dernière injection. Donc vous voyez que, c'est finalement une simplification des recommandations concernant les anti-TNF. Voilà, on prend l'intervalle, d'injection habituel du patient. Voilà, on ne réalise pas la dernière injection, on se donne 1 semaine de plus pour programmer le geste chirurgical. En cas de chirurgie en urgence, pas d'angoisse particulière, le surrisque infectieux est faible. Donc bien sûr, on suspend le traitement, anti-TNF, on discute d'une antibiothérapie prophylactique si jamais on est une chirurgie à risque septique, ce qui est rarement le cas de la chirurgie orthopédique ou de la chirurgie qui est liée à la traumatologie, et voilà, on surveille le patient en post-opératoire. Les recommandations, voilà, de l'association, américaine des chirurgiens de la hanche et du genou, c'est de reprendre, le traitement, biologique et les injections de traitement biologique une fois que la cicatrisation de la voie d'abord chirurgicale est, complète. Voilà, et c'est en principe 3 à 4 semaines après le geste chirurgical. Donc, pour les anti-TNF, finalement, une simplification, et vous allez voir que cette simplification, elle n'est pas valable que pour les anti-TNF. Si on se pose maintenant la question, voilà, du risque d'infection post-opératoire des différents agents biologiques, parce que vous l'avez vu, il y a les anti-TNF, mais il y a aussi les anti-L6 récepteurs, il y a les anti-costimulation d'été avec l'abatacept qui servent de référence dans cette étude, voilà, que je vous présente là. Et puis, il y a le rituximab, l'anti-B, puis le tocilizumab, l'anti-L6 récepteur. Voilà, qu'est-ce qui apparaît? C'est que globalement, si on compare les différents agents biologiques, les anti-TNF, adalimumab, etanercept, infliximab, à l'abatacept, l'agent qui agit sur la costimulation des T, qui est celui qui a peut-être le risque infectieux le plus faible. Au rituximab, le médicament qui agit sur les lymphocytes B, au tocilizumab, le médicament qui agit sur l'interleukine 6, vous voyez que globalement, le risque d'infection post-opératoire voilà, est faible avec l'ensemble de ces médicaments et qu'il n'y a pas de surrisque qui apparaît avec un biomédicament ou avec l'autre. Dans le panel en haut à droite, le risque d'infection prothétique, voilà, vous voyez que ce risque apparaît, ne me demandez pas pourquoi, un petit peu plus élevé avec le tocilizumab qu'avec les autres agents biologiques. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce que le tocilizumab n'est pas associé
associé à un surrisque infectieux particulier dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez en bas à gauche le risque d'infection, voilà, d'hospitalisation pour infection non urinaire ou le risque de réhospitalisation dans les 30 jours qui suivent le geste chirurgical dans le panel en bas à droite. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que avec les différents agents biologiques, que ce soit les anti-TNF, les agents qui agissent sur le T, le B ou l'anti-L6 récepteur, il n'y en a pas un qui sort du lot qui serait associé à un surrisque infectieux particulier ou à un surrisque d'infection prothétique, même si dans cette étude, le tocilizumab paraît au-dessus des autres agents biologiques. D'où les recommandations voilà, qui concernent les agents anti-L6 récepteurs, le tocilizumab. Vous voyez qu'on a les mêmes recommandations que les recommandations pour les anti-TNF. Le tocilizumab sous-cutané, il est injecté toutes les semaines et on se donne une semaine de plus, c'est-à-dire 2 semaines après la dernière injection. Même règle que pour les anti-TNF. Le tocilizumab intraveineux, c'est toutes les 4 semaines et on se donne 5 semaines après la dernière perfusion pour programmer le geste chirurgical. Et pour le sarilumab, qui est l'anti-L6 récepteur qui est administré toutes les 2 semaines, ben la règle, c'est 3 semaines après la dernière injection. Donc finalement, on a calqué les recommandations des anti-TNF, voilà, on les a voilà, retranscrites, reproduites pour les autres agents biologiques en se donnant toujours voilà, une semaine de plus que voilà, l'intervalle de la dernière injection. Donc, on ne fait pas la dernière injection, on se donne une semaine de plus. Si jamais on regarde pour les anti-L17, les anti-L17, ce sont des médicaments, le secukinumab et l'ixekizumab, qui sont administrés toutes les 4 semaines. Vous voyez qu'on se donne 4 semaines puis une semaine, c'est-à-dire 5 semaines après la dernière injection pour programmer le geste de chirurgie orthopédique. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, pour les biologiques, c'est simple. Pas de surrisque infectieux majeur avec les biologiques. Voilà, chez les patients voilà, traités par biologiques qui doivent bénéficier d'un geste chirurgie orthopédique. Et on se donne voilà, une semaine de plus que la date théorique de la dernière injection ou de la dernière perfusion pour programmer le geste chirurgical. Donc, finalement, c'est assez simple. Un mot sur les inhibiteurs de JAK. Les inhibiteurs de JAK, c'est des petites molécules qui sont administrées par voie orale quotidiennement, donc vraiment très différentes des agents biologiques qui sont tous administrés par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse, avec des intervalles d'administration qui varient d'une semaine à 4 semaines voilà, pour la sous-cutanée ou 8 semaines pour l'IV. Les inhibiteurs de JAK, c'est des petites molécules administrées voilà, au quotidien par voie orale. Et comme ce sont des petites molécules qui ont une demi-vie très courte et qui occasionnent un surrisque infectieux qui est modéré chez la plupart des patients, il y a un surrisque infectieux qui est plus important chez les patients plus âgés, chez les patients de plus de 65 ans. Voilà, les recommandations actuelles, c'est les recommandations que vous trouverez sur les sites du CRI. Vous avez voilà, le lien en dessous, voilà, en référence de cette diapositive. Voilà, c'est chirurgie programmée. On suspend la prise d'inhibiteurs de JAK, donc la prise quotidienne d'inhibiteurs de JAK, 7 jours avant le geste chirurgical. Voilà. Et la recommandation pour la reprise, c'est on reprend une fois que la cicatrisation de la voie d'abord chirurgicale est complète. Donc, une semaine d'arrêt des inhibiteurs de JAK avant d'envisager de programmer le geste chirurgical. Donc, finalement, un délai qui est assez court et vous voyez des recommandations qui sont assez superposables si jamais il y a un geste de chirurgie à réaliser en urgence à ce qu'elles peuvent être pour les agents biologiques. Un mot particulier pour les inhibiteurs de JAK voilà, qui me paraît important, qui n'apparaît pas dans les recommandations du CRI ou dans les recommandations que vous trouverez sur les inhibiteurs de JAK, qui concerne le risque de maladie thromboembolique veineuse. Un des inhibiteurs de JAK, le tofacitinib, dans une étude qui comparait le tofacitinib à un anti-TNF dans la polyarthrite rhumatoïde, a mis en évidence un risque accru de maladie thromboembolique veineuse chez les patients traités par inhibiteurs de JAK et par tofacitinib comparativement aux inhibiteurs du TNF, aux anti-TNF.
Donc, une recommandation qui est apparue dans le résumé des caractéristiques produits de cet inhibiteur de JAK, qui va être étendue aux autres inhibiteurs de JAK, c'est utilisation avec prudence chez les patients présentant un facteur de risque connu de maladie thromboembolique veineuse. Bien sûr, voilà, une intervention chirurgicale majeure, voilà, et notamment une intervention de chirurgie orthopédique sur les membres inférieurs qui va entraîner une immobilisation ou une perte d'autonomie relative, ou une perte de mobilité relative, une immobilisation chez les patients. Voilà, ça constitue un facteur de risque thromboembolique. Donc, le message, c'est chez ces patients qui sont traités par inhibiteur de JAK, par tofacitinib, il s'appelle le Xeljanz, le tofacitinib, ou par baricitinib, voilà, qui est l'Olumiant, ou par upadacitinib, c'est le Rinvoq, voilà, ou pour le dernier, par filgotinib, c'est le Jyseleca. Chez ces patients qui sont traités par inhibiteur de JAK, il y a d'une part le risque infectieux, et donc on arrête une semaine inhibiteur de JAK, ce risque infectieux qui est modéré, mais je crois qu'il faut être particulièrement prudent en termes de prévention de la maladie thromboembolique. Vous êtes très systématique, bien sûr, les chirurgiens orthopédiques, voilà, pour cette prévention du risque thromboembolique, mais peut-être qu'il faudra être particulièrement prudent chez les patients traités par inhibiteur de JAK ou qui ont été traités par inhibiteur de JAK, et peut-être ne pas hésiter chez un patient qui aurait une immobilisation ou une perte d'autonomie à la marche qui serait un petit peu prolongée dans les suites d'un geste chirurgical, à bien poursuivre la prévention de la maladie thromboembolique voilà, aussi longtemps qu'il le faudra chez ces patients, parce qu'on peut considérer théoriquement que ces patients sont à sur-risque d'événements thromboemboliques. Donc, ces patientes essentiellement atteintes de polyarthrite rhumatoïde traitées par inhibiteur de JAK. Donc, quelques mots de synthèse, et puis ensuite on pourra voilà, discuter, et voilà, vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Vous l'avez compris, pour les traitements de fonds synthétiques, méthotrexate, sulfasalazine, hydroxychloroquine, les flunomides, voilà, on continue le traitement de fonds synthétiques. Il n'y a pas de surrisque infectieux chez ces patients et il n'y a pas lieu d'interrompre ou de suspendre ces traitements de fonds synthétiques conventionnels. Chez les patients qui sont traités par agents biologiques, donc, vous le voyez, on l'a dit, la règle, c'est voilà, de ne pas réaliser l'injection qui devait être réalisée théoriquement 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines après l'injection précédente, ou de ne pas réaliser la perfusion qui devait être réalisée 6 semaines, 8 semaines après la perfusion précédente. Vous avez dans la colonne du milieu l'intervalle des injections habituelles chez ces patients, et donc on rajoute 1 semaine d'intervalle avant de programmer le geste chirurgical. Et vous le voyez, on peut reprendre les traitements au minimum, on l'a dit, 2 semaines. Voilà, s'il n'y a pas de problème de cicatrisation de la voie d'abord chirurgicale, ou pas d'autres problèmes infectieux. Et en principe, c'est 2, 3, 4 semaines au maximum après qu'on peut vous reprendre le geste, le traitement. Et ça, c'est vous qui allez pouvoir le dire au patient. Nous, on prévient en tant que rhumatologue le patient en lui disant: quand tu auras cicatrisation complète, le chirurgien vous donnera le feu vert. Voilà, mais voilà, vous pouvez bien sûr voilà, retranscrire ce message au patient pour qu'on ait tous le même message. Dernière plaque, voilà, je l'ai mis quand même si ça concerne des patients qui ne sont pas des patients avec rhumatisme inflammatoire chronique, mais des patients voilà, atteints de maladies auto-immunes, d'autres maladies auto-immunes, voilà, notamment de lupus. Il y a un tableau particulier voilà, dans ces recommandations qui concernent les patients lupiques, avec des traitements qui ne sont pas ceux de la polyarthrite rhumatoïde. Vous le voyez, le mycophénolate mofétyl, c'est le Celcept, l'azatioprine, l'imurel, la cyclosporine, voilà, ou le tacrolimus. Vous voyez que la règle générale pour un patient lupique qui a un de ces traitements, voilà, c'est on n'arrête pas ces traitements de fond synthétique du lupus chez les patients lupiques avant la chirurgie. Voilà. Et puis, voilà, si vous avez un lupus sévère, et si vous avez un lupus qui n'est pas sévère, voilà, éventuellement, voilà, voilà, on peut arrêter ces traitements 1 semaine avant la chirurgie, mycophénolate mofétyl, azatioprine, cyclosporine, tacrolimus, en les reprenant rapidement après la chirurgie. Voilà, j'ai terminé. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. J'espère que c'est assez clair. Vous voyez, finalement, c'est assez simple.
principal facteur de risque de complications, la cortisone, il en faut le moins possible. Voilà. Et vous pouvez éventuellement discuter avec le rhumatologue avant la chirurgie si jamais la dose de cortisone vous paraît trop importante. Je pense notamment aux anesthésistes. On peut discuter avec le rhumatologue pour savoir si transitoirement on ne peut pas baisser ou diminuer cette dose de cortisone voilà, en dessous de 10 mg par jour, parce que c'est rare qu'on ait besoin d'avoir des doses supérieures à 10 mg par jour, et si possible, essayer de se mettre à 5 mg par jour. C'est le principal facteur de risque de complications. Les traitements de nephrocytique conventionnels, méthotrexate, sulfasalazine, les flunomides, pas de sur-risque infectieux, pas d'arrêt. Les traitements biologiques, un sur-risque infectieux qui, s'il existe, est très faible, et donc une règle qui est une règle générale. Voilà, on ne fait pas la dernière injection et on se donne une semaine avant la dernière injection théorique pour programmer le geste chirurgical. Et les inhibiteurs de JAK, petites molécules par voie orale, arrêt recommandé une semaine par rapport à la chirurgie vis-à-vis du risque infectieux ou du surrisque infectieux qui sera de toute manière faible, mais message particulier pour le risque thromboembolique. Voilà, il y a potentiellement un surrisque d'événement thromboembolique avec ces médicaments. On est en période post-chirurgicale avec un surrisque aussi thromboembolique et une prévention du risque thromboembolique. Ne pas hésiter à poursuivre cette prévention du risque thromboembolique un petit peu plus s'il le faut, si le patient n'a pas repris totalement son autonomie à la marche notamment, voilà, surtout si on reprend le traitement par inhibiteur de JAK 2 semaines, 3 semaines après la chirurgie, parce que le patient en aura besoin pour sa polyarthrite rhumatoïde. Voilà, ne pas hésiter à poursuivre un petit peu au-delà la prévention du risque thromboembolique. Voilà, j'espère que c'était clair et je Oh, suis à votre écoute pour les questions. merci pour cette présentation qui, oui, était très claire, du moins assez pour que des orthopédistes la comprennent, et aussi très complète. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le tableau vu par un orthopédiste de ces pathologies inflammatoires est très différent d'avant, parce que d'abord, c'est rare, et quand quelque chose est rare, on peut passer à côté. Le malade va tellement bien qu'il ne précise même pas à la consultation qu'il a une maladie inflammatoire. Et ensuite, même les radiographies ne ressemblent plus à ceux d'une arthrite habituelle. Parfois, nous voyons des malades qui ont des images d'arthrose, parce que l'arthrite est bien contrôlée, mais ils ont quand même une arthrose. Et donc, on peut tomber dans le panneau de même pas savoir que le malade que nous allons traiter a une maladie inflammatoire. Alors, c'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut regarder le traitement. Il faut demander au malade d'abord s'ils ont une maladie inflammatoire. Puis il faut regarder le traitement et tout ce qui finit par Brel, Ra, Ad, Ab et Ib. Il faut s'en méfier, même si on a oublié le nom des médicaments. Et alors là, la question que je voudrais te poser, du moins, il me semble que je suis étonné parce que je pensais que ces médicaments, il y avait une sorte de règle, il fallait les arrêter 4 semaines avant. Et en fait, tu nous dis que ce n'est pas vrai, ça dépend du médicament. Et donc, peut-être que lorsqu'on voit ce type de malade, il faudrait redemander l'avis du rhumatologue qui nous donne le conseil sur le temps d'arrêt. Ça serait peut-être mieux, non? Philippe, je crois que c'est toujours la règle. Je crois que le plus simple, voilà, c'est ne pas hésiter à contacter le rhumatologue. Nous, ça arrive assez fréquemment que voilà que qu'un anesthésiste ou qu'un chirurgien, voilà, voilà, le patient voit le chirurgien et on le revoit avant la chirurgie, et voilà, et le patient nous dit voilà, mon chirurgien a demandé comment on gérait le traitement et comment on gérait la suspension du traitement. Je crois que ça reste toujours le plus simple. Il ne faut jamais hésiter à nous appeler si vous avez un doute, Et, dire bon comment vous gérez. L'idée avec laquelle, voilà, ou la règle avec laquelle tu vis, c'est une règle qui était valable encore il y a 2 ans ou 3 ans, parce qu'on appliquait au traitement biologique la règle qu'on appliquait au traitement de fond chimique habituel, la règle des 5 demi-vies. Donc, comme on avait des biologiques, comme on a toujours des biologiques qui ont une demi-vie, pour la plupart d'entre eux, qui est de l'ordre de 2 semaines, on faisait les 5 demi-vies, ce qui faisait on proposait des fois d'arrêter les traitements biologiques, les anti-TNF, 8 semaines, 2 mois avant la chirurgie orthopédique. Et puis en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a beaucoup de patients qui, pendant ces 2 mois, redevenaient actifs de leur maladie, allaient avoir besoin de prendre un petit peu de cortisone, un petit shoot de cortisone par voie orale pendant une semaine. Et en fait, chez ces patients, ils sont mal équilibrés quand vous les opérez, donc ils ne vont pas bien, donc ce n'est pas une bonne chose. Et en plus, ils vont avoir augmenté leur cortisone des fois 1 semaine, 2 semaines avant la chirurgie, et c'est encore moins bon. C'est pour ça que les règles qu'il y a aujourd'hui, vous avez vu, très simples pour les biologiques. Voilà, on regarde quel est l'intervalle des injections et on se donne 1 semaine de plus. Voilà, et voilà. le C'est geste. un message à faire passer aussi à nos anesthésistes, parce que c'est peut-être au moment de la visite d'anesthésie qu'ils vont se poser la question.
Et c'est là où ils devraient vous appeler, au moins bien vous sûr, demander un conseil il par téléphone. ne faut pas qu'ils Ce serait hésitent. déjà Voilà, ça. bien sûr, voilà, les anesthésistes, ils peuvent nous contacter s'ils ont un doute. Et aussi, le deuxième cas, c'est voilà, si la dose de cortisone est trop importante. C'est qu'il y a un truc qui nous a échappé, qui échappe au rhumato ou qui peut des fois échapper au rhumatologue. Si jamais vous avez un patient que vous allez opérer qui Avec plus prend de 10 plus milligrammes. de 10 mg de cortisone, c'est trop. Et voilà, pour une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite, il n'y a aucune raison que le patient ait besoin de 10 mg par jour de cortisone. C'est qu'il y a un truc qui ne colle pas. Alors, on a exceptionnellement des patients qui sont très difficiles à équilibrer, ça existe, mais même ces patients-là, aujourd'hui, les rhumatologues voilà, ne sont pas d'accord, voilà, et n'utilisent pas une dose de 10 mg par jour de cortisone pendant des semaines ou des mois. Donc, c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas. Donc, si jamais vous avez une anomalie sur la dose de cortisone, n'hésitez pas là aussi à contacter le rhumatologue parce que c'est peut-être le patient qui s'automédique avec des doses plus importantes. C'est peut-être le médecin généraliste parce que le patient lui a dit qu'il n'allait pas bien, qui a mis une dose de cortisone plus importante et qui n'a pas adapté la dose à la baisse ensuite. Donc, c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas. Et je crois que c'est vraiment important que vous n'ayez pas à opérer des patients avec des doses de cortisone de plus de 10 mg par jour parce que là, le surrisque infectieux est vraiment important. J'ai juste une dernière question avant de donner la parole à tout le monde, justement sur les corticoïdes, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont les plus dangereux. On nous avait même dit à une époque, ce n'est pas grave, un malade sous corticoïdes n'a pas de risque infectieux augmenté, mais ce n'est pas vrai. Donc, un malade qui est sous corticoïdes, le risque, c'est qu'il soit sous corticoïdes ou qu'il ait été à une période antérieure sous corticoïdes. C'est-à-dire qu'une fois arrêté, est-ce que les corticoïdes restent un risque? Je crois que ce qui fait souvent que les patients qui ont eu des corticoïdes, ils restent à surrisque infectieux, c'est leur comorbidité. Souvent, les patients qui ont eu de la cortisone, à un moment donné, c'était des patients voilà, qui avaient une maladie plus sévère et souvent, ces patients, c'est des patients qui ont des comorbidités. Ils peuvent avoir des comorbidités qui persistent après la corticothérapie, voilà, comme un diabète, une ostéoporose, des fractures, parce qu'ils ont eu de la cortisone à un moment. Donc, ces patients, c'est pas, voilà, s'ils n'ont plus de cortisone, ils ne sont pas sur risque infectieux, ils n'ont plus de cortisone s'ils l'ont arrêté voilà, de 3 mois, 6 mois, un an avant. Ce n'est pas le fait d'avoir eu de la cortisone 3 mois, 6 mois, un an avant qui vont faire qu'ils sont sur risque infectieux, mais c'est leur comorbidité, leur profil qui font que ce sont des patients qui sont plus fragiles. Dernier truc, un patient qui a arrêté sa cortisone et qui a arrêté sa cortisone 3 mois, 6 mois avant le geste chirurgical, il est potentiellement à risque de décompensation surrénalienne. Donc ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas le risque infectieux, c'est le risque des compensations surrénaliennes. En principe, les rhumatologues sont très sensibilisés à ça. Les patients sont sous hydrocortisone s'ils ont une corticothérapie prolongée, qu'on arrête la prédnisone ou la prédnisolone. Ils vont être mis sous hydrocortisone pendant 3 mois, pendant 6 mois pour prévenir le risque des compensations surrénaliennes. Et on leur fait des tests au synactène pour connaître la réactivité de leur axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc en principe, ils ont été évalués sur ce plan-là. Mais c'est aussi le message, c'est si jamais un patient, parce qu'il a peur de risque infectieux, ou un médecin ou un chirurgien, parce qu'il craint le risque infectieux, proposer au patient de stopper transitoirement la cortisone, c'est pas une… Voilà, chez un patient qui Une a une bonne idée. corticothérapie au long cours, c'est vraiment pas une bonne idée parce que dans les suites de la chirurgie est un stress, bien sûr. Voilà, il y aurait un surrisque de compensation surrénalienne qui serait majeur. Donc, bien sûr, la cortisone, il ne faut jamais l'arrêter. Voilà, on peut essayer de l'adapter à la baisse si jamais la dose est trop importante en discutant avec le rhumatologue, ce dont on a évoqué déjà, mais une petite dose de cortisone, 5 mg par jour, il ne faut pas l'arrêter et il faut éventuellement, si le patient en post-opératoire, dans les jours, les semaines qui suivent le geste chirurgical, si le patient se sentait fatigué, si le patient avait une pression artérielle qui soit faible, si le patient ne va pas bien, ne se sent pas trac ou autre, il faut garder en tête, voilà, mais qu'éventuellement, il peut être en décompensation surrénalienne fruste et que dans certains cas, il faut rajouter l'hydrocortisone. Ça, c'est aussi un message voilà, qui Eh bien, est… voilà des bons messages. Maintenant, tu vas devoir répondre au flux continu des questions. Pour cela, il suffit d'ouvrir le micro et Pierre Mansat a des questions à te poser. Merci Arnaud pour ce topo. C'est vrai qu'il y a une liste quand même assez complexe pour nous entre les différentes molécules et j'étais resté comme Philippe à l'arrêt un mois avant et un mois après la chirurgie sans faire de distinction pour ne pas se tromper, mais tu as montré que pour certains c'était valable, pour d'autres ça ne l'était pas. J'avais intégré en effet que le méthotrexate, on pouvait le garder sans problème de ce risque accru de surinfection. Par contre, c'est vrai que pour moi, le plus délétère, ce sont les corticoïdes.
et notamment à cause de la peau du cortisonné chronique. Et c'est vrai que sur le membre supérieur, je mets habituellement des offsites pour protéger la peau du risque infectieux quand je mets les prothèses. Et sur les peaux cortisoniques, je ne peux pas le mettre parce que j'arrache la peau lorsque j'enlève l'offsite. Donc, le problème de la cortisone au long cours est vraiment, pour moi, presque le plus à risque dans la chirurgie, notamment la chirurgie prothétique de ces patients. Heureusement, voilà, je crois qu'il y a de moins en moins de patients, Pierre, qui ont une corticothérapie, une corticothérapie au long cours. Bon, il y a aussi de moins en moins de patients à opérer. Et souvent, les patients que vous voyez qui justifient un geste de chirurgie prothétique spécifique, parce qu'on revenait tout à l'heure sur la réflexion de Philippe, qui était excellente, voilà, que vous voyez des patients qui ont plus des complications dégénératives, des complications inflammatoires, mais pour les patients qui ont vraiment besoin d'une chirurgie spécifique, des membres supérieurs, des membres inférieurs, vis-à-vis de leur polyarthrite rhumatoïde, souvent vous voyez les formes les plus sévères, les plus anciennes, et celles qui ont eu le plus longtemps de la cortisone, et des fois qui en ont toujours parce qu'on n'arrive pas à les sevrer, qui gardent leurs 5 mg par jour de cortisone parce qu'on n'arrive pas à les sevrer malgré tous nos efforts. Donc, très clairement, voilà, les patients que vous voyez pour de la chirurgie spécifique de leur rhumatisme inflammatoire aujourd'hui sont souvent les formes les plus sévères et souvent ceux qui ont des corticoïdes. Et après, je n'ai pas rebondi tout à l'heure sur la remarque, mais qui est très juste de Philippe Chiron, qui est de dire que souvent aujourd'hui, les patients que vous voyez qui ont des maladies inflammatoires et des rhumatismes inflammatoires qui viennent vous voir pour discuter d'une arthroplastie, voilà, ou d'un geste de chirurgie de l'épaule, chirurgie de coiffe ou autre, sont souvent des patients qui ont ces indications chirurgicales-là qui sont assez indépendantes de leur rhumatisme inflammatoire. Et donc, c'est vrai que vous pouvez passer à côté des fois du fait que le patient a un rhumatisme inflammatoire et un de ces traitements de fond, parce que souvent, ce sont des patients aujourd'hui qui vont bien et qui vont bien longtemps. Je dirais que si vous passez à côté d'un traitement, si jamais un jour vous vous rendez compte en post-op qu'un patient qui a un rhumatisme inflammatoire a continué son traitement biologique et a eu son injection d'anti-TNF une semaine ou 3 jours avant la chirurgie, je dirais que ce n'est pas très grave. Parce que voilà, vraiment le surrisque infectieux qui est associé réellement à ces médicaments, il est faible. Voilà, le surrisque infectieux, il vient surtout de la cortisone s'il y en a à côté. Voilà, et donc, bon, peut-être qu'il faudrait surveiller particulièrement, être attentif à la cicatrisation. Mais voilà, vraiment, le surrisque infectieux lié à ces biologiques, il semble assez faible, et c'est plus le risque des comorbidités et de la cortisone qui existe chez ces patients. C'est vrai qu'on apprenait les formes sèches, les formes humides et les formes destructrices, et que maintenant, on n'a que les formes sèches qui sont très proches des arthroses, en fait. C'est vrai, quand les études ces 20 dernières années sur les polyarthrites rhumatoïdes, à une époque, il y a 20 ans, un patient, il progressait de 10 points par an voilà, de score radiographique dans la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Aujourd'hui, les patients, quand ils sont pris en charge de façon optimale dès le début de leur maladie, il y en a 80% qui ne progressent, 90% qui ne progressent pas du tout, et voilà, et 80% voilà, qui progressent pratiquement pas. Voilà, on est sur des demi-points de progression annuelle aujourd'hui du score radiographique, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucune signification voilà, clinique pour nous et aucune signification ou aucun impact structural pour vous, voilà, et voilà, pour le patient, et voilà, aucun impact fonctionnel. Donc, c'est une toute petite proportion de patients aujourd'hui, moins de 5% de patients qui continuent à réellement progresser sur une polyarthrite rhumatoïde récente ou débutante et qui vont avoir besoin de vous. Voilà, alors qu'avant, c'était voilà, plus de la moitié des patients qui progressaient de façon significative avec le méthotrexate et la cortisone. Donc, les biologiques et puis maintenant les inhibiteurs de JAK, voilà, ont vraiment changé le pronostic de cette maladie. Voilà. Et c'est la même chose pour la progression des coccytes, hein, pour les formes sévères de coccytes qu'il y avait sur les spondylarthrites ankylosantes. Voilà. Aujourd'hui, on voit pratiquement plus de spondylarthrites ankylosantes, de vraies spondylarthrites ankylosantes, c'est-à-dire de spondylarthrites qui vont ankyloser leur rachis. Et c'était ces spondylarthrites-là qui avaient les coccytes, des fois de façon très rapide. On ne les voit plus.
parce que ces patients, quand ils sont sous anti-TNF et qu'on contrôle bien l'inflammation systémique et l'inflammation locale à les anti-TNF, heureusement pour eux, voilà, ils ne font plus ils ne progressent pas en termes de sacroïlite, ils ne progressent pas en termes d'ankylose ranchylienne et ils ne font pas de coccyte et donc ils n'ont plus besoin d'arthroplastie de hanche. Donc ces médicaments ont vraiment changé le devenir voilà, des patients et devenir des patients à court et moyen terme. Il y a des patients qui échappent encore à tous ces Oui, arsenals. les formes réfractaires de polyarthrite rhumatoïde, on considère moins de 5% des patients. Et sur ces 5%, il y a certainement une proportion pas négligeable de patients pour qui il y a un problème d'observance au prix des médicaments. Donc, voilà, il y a très peu de formes vraiment réfractaires de polyarthrite qui soient réfractaires alors que les patients sont traités comme il faut et prennent vraiment leur traitement. Voilà. Mais ils existent, moins de 5% des patients. Au début du traitement, vous triez les patients en partie pour des raisons financières. Quel est le coût d'un traitement à l'année? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Bon, traitement à l'année, c'est 10 KE, voilà, 10 à 20 000 euros. Voilà, ça c'était le traitement, voilà, quand on a les doses les plus importantes de certains biologiques, on peut être à 15 000 euros aujourd'hui. Traitement biologique standard à dose standard, pas biosimilarisé, c'est 10 000 euros. Et le traitement biologique voilà, biosimilarisé, c'est-à-dire les anti-TNF, les biosimilaires d'anti-TNF, aujourd'hui c'est 6 000 euros. Et en aucun cas, aujourd'hui, voilà, tous les patients ont accès au traitement. Voilà. Et il n'y a pas de restriction qui soit liée au coût du traitement. Voilà, les patients ont accès au traitement s'ils en ont besoin. Et l'arrivée des biosimilaires a fait baisser le prix de la classe des biologiques en général, voilà, et des anti-TNF en particulier, de façon très significative, avec une baisse qui a été dans un premier temps de 20 à 30%, et puis à nouveau de 20 à 30%, voilà, avec donc des traitements anti-TNF qui étaient au-dessus de 10 000 euros l'année il y a 10 ans, et qui aujourd'hui, avec biosimilaires, sont autour de 6 000 euros l'année. Donc Oui, des coûts qui sont assez raisonnables, et toujours, on n'en a pas parlé là, mais des patients qui peuvent avoir de l'espacement de dose, parce que dès que le patient va bien, notamment les anti-TNF, on se pose la question d'espacer les injections. Un patient qui a une injection toutes les 2 semaines, on passe à toutes les 3 semaines, et puis toutes les 4 semaines. C'est pour ça que cette règle de un intervalle d'injection plus une semaine, elle simplifie aussi les choses, parce que voilà, un patient qui serait à 4 semaines déjà, ou qui aurait été espacé à 4 semaines, vous rachetez une semaine, ça fait 5 semaines, vous êtes tranquille. S'il était à 1 semaine, il est passé déjà à 2 semaines parce qu'on a pu espacer. Vous rajoutez 1 semaine, on passe à 3 semaines pour programmer le geste chirurgical. Donc, je trouve que cette règle, elle est assez simple, et cette règle, elle a vraiment été voilà, proposée par les Américains, l'Association des chirurgiens de hanches et de genoux américaine, et les rhumatologues américains. Elle nous va bien parce qu'elle simplifie finalement assez les choses. Et puis quand on voit le coût du traitement de l'hépatite C, c'est de la rigolade. Et puis aussi le coût de 2 prothèses d'épaule, 2 prothèses de hanche, 2 prothèses de genoux. Et avec les complications à la clé, les malades coûtaient cher avant aussi. Ça coûte combien une prothèse? Là, c'est le rhumatologue qui La vous pose pose, la question. Voilà. entre 10 et 15 000 euros, la pose d'une prothèse, avec l'hospitalisation et tout. Et on est un des moins chers du monde, D'accord. malheureusement. Donc ça, c'est bien pour le rhumatologue de savoir aussi. Voilà, que c'est donc oui, Le coût d'une année, une prothèse, une année de traitement. Oui, mais on l'a fait qu'une fois, la prothèse. Oui, c'est vrai. dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Non, c'est tous les ans. Alors, et oui, juste un mot pour ça, pour vous aussi, pour voir comment on gère les traitements. L'idée, c'est que donc on espace dès qu'on peut, mais il y a finalement très peu de patients chez qui on peut stopper le traitement biologique. On estime que les patients chez qui on peut vraiment un jour stopper le traitement biologique, il est de l'ordre de peut-être 30% des patients, 30 à 40% des patients chez qui on a initié un jour ce traitement, on arrive totalement à l'arrêter parce qu'on arrive à espacer les injections d'une semaine, de 2 semaines, et puis souvent arrive un moment où quand on espace trop, les signes réapparaissent. Voilà, donc on sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas les arrêter d'un coup, ces traitements, sauf si on a une complication bien sûr à gérer. Et il ne faut pas les arrêter trop longtemps pour la chirurgie. C'est pour ça que la règle de plus une semaine, et puis on reprend à 3 semaines la cicatrisation de la voie d'abord chirurgicale, ça fait finalement un arrêt qui est assez court. Ça fait un arrêt au total qui est de 6 semaines, 6, 7, 8 semaines. Donc ça, c'est bon parce que les patients ont l'effet rémanent
de l'agent biologique et en principe, ils ne vont pas présenter de poussée de leur maladie en post-opératoire immédiat. Mais on sait qu'après, si on espace trop, la maladie reprend chez la majorité des patients. On est obligé de reprendre le traitement. Voilà. Et on arrive vraiment à sevrer, je dirais, un patient sur 3 de biologique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On arrive à espacer, par contre, chez la majorité des patients. Vous avez d'autres questions? Donc, vous ouvrez votre micro pour poser des questions. Allez-y, lancez-vous. C'est le moment. On a réussi à avoir un rhumatologue. C'était avec plaisir, hein, Philippe. Ce n'est pas difficile d'avoir un rhumatologue. Hein. Il suffit de le... Et pour les malades, ce n'est pas si facile. Il y a un temps d'attente pour la consultation qui est long quand même. Alors, je me permets de le dire. Ouais, alors, Philippe, le temps pour être totalement juste, voilà, dans le service, en tout cas, dans le service de rhumatologie de Purpan, le service qui est au 6e étage, au 4e étage, au rez-de-chaussée, au 2e étage de votre bâtiment, c'est très rapide pour vous. C'est-à-dire que quand vous nous contactez à titre personnel, vous avez toujours un rendez-vous rapide et nous, on vous remercie aussi parce que chaque fois qu'on sollicite les uns et les autres pour avoir un rendez-vous rapidement pour un de nos patients. Il faut savoir venir vous voir. Vous êtes toujours là au rendez-vous. Cet après-midi encore, je suis venu voir un chirurgien, je suis venu voir Nicolas, j'avais un conseil à lui demander et vous êtes très accessible. Et il suffit, voilà, pour les plus jeunes chirurgiens, pour les chefs de clinique ou autres, ils sont habitués à fonctionner avec les plus jeunes rhumatologues aussi, mais ce n'est pas compliqué. Et après, notre délai de rendez-vous, voilà, il est très long. Si jamais un patient il appelle la plateforme téléphonique et qu'il n'est pas recommandé, et là, ce n'est pas nous qui allons lui donner le rendez-vous, c'est la plateforme qui va lui dire c'est peut-être dans 4 mois ou dans 6 mois. Mais je vous promets qu'actuellement, on arrive à traiter toutes les demandes de rendez-vous urgents ou pressés dans les 2 semaines. Voilà, et si c'est urgent, dans la semaine. Donc, en principe, il n'y a pas de gros délai, mais voilà, on a la même chose de votre côté quand on vous sollicite directement. On faut savoir travailler ensemble. D'autres voilà, questions? c'est l'idée. Allez-y, lancez-vous. Fini? Il faut dire que c'est très clair. Et comme c'est enregistré, ça vaut le coup de le revoir et de s'arrêter sur certaines diapositives. Voilà. Notamment, tout simplement, tes conclusions. Philippe, tu peux bien sûr transmettre le PDF du document à toutes les personnes qui le veulent. Je vais même leur transmettre le film, c'est voilà, encore mieux. bien sûr, le film, mais si en plus ils veulent avoir le PDF pour avoir un accès, voilà, une vision rapide, voilà, ils se disent, bam, tel traitement, c'est combien de, voilà, c'est Je le mettrai en ligne aussi. Je mettrai le PDF en ligne et le film en ligne. Bien sûr, n'hésite pas à le mettre en ligne, que ça puisse être utile. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre les noms commerciaux des traitements pour les spondylarthrites. Je vais les rajouter sur le document. Oui, allez, je le renvoie tout de suite. Tu me renvoies le PDF avec les noms commerciaux. Voilà, parce qu'il y a les noms commerciaux pour tous les traitements de la polyarthrite rhumatoïde, mais il n'y a pas les noms commerciaux pour les traitements de spondylarthrite et c'est dommage pour les anti-L17. Je m'en suis rendu compte en le voyant, donc je vais le rajouter, je te le renvoie tout de suite. Comme ça, parfait. On te remercie tous encore une fois et prépare-toi à faire une autre communication l'année prochaine. Écoute, avec plaisir. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Passez une bonne soirée à tous. Allez, au revoir tout le monde. Salut Arnaud. Au revoir. Merci.